Bonjour Sophie. Bonjour. Alors moi c'est Lénaïque, je suis de l'autre côté de la France. Vous êtes en Haute-Savoie, moi je suis en Bretagne et le confinement oblige, eh bien Internet a été l'occasion de rencontrer plein de gens. Et puis moi un jour j'ai vu votre profil, je ne sais pas comment, je pense certainement sur Facebook, avec ce Oui, métier palliatothérapeute. Et là je me suis dit, c'est oh, mais, ça. mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Donc, vous allez nous en parler parce que Oui, bah, c'est bien vraiment sûr. l'occasion d'expliquer. Vous êtes infirmière de métier, vous avez travaillé pendant 18 ans, presque 20 C'est ans ça. en soins palliatifs. Donc, Oui. en quoi consistait votre métier quand vous étiez en soins palliatifs? Donc, j'ai travaillé soit en unité de soins palliatifs, soit en équipe mobile de soins palliatifs. Donc, toujours en soins palliatifs, mais avec deux versions. L'unité de soins palliatifs, c'est quand on a des lits à disposition, qu'on fait partie d'une équipe et que nous gérons les patients qui sont en fin de vie jusqu'à leur décès. Donc, on les prend en charge globalement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans ces unités de soins palliatifs. Et les équipes mobiles, on n'a pas de lit, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe, il y a vraiment un médecin, une psychologue, une infirmière de temps en temps, une secrétaire de temps en temps, ça dépend vraiment du budget de l'hôpital. Et on va là où on nous appelle, c'est-à-dire en maison de retraite, dans les différents services des hôpitaux, à domicile. Et on va aider les équipes référentes à réfléchir sur ces situations-là, aussi bien sur les prescriptions que sur ce qu'on peut améliorer pour la qualité de vie à domicile ou en maison de retraite. Ça va être une réflexion plus globale. Donc ça, D'accord. vraiment, voilà, c'était mes deux facettes au niveau professionnel. Et quand vous aviez fait votre école d'infirmière, c'était déjà quelque chose que vous aviez envie de faire ou c'est le métier qui vous a amené à ça? Non, 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 je suis tombée très tôt dedans. En fait, je suis devenue infirmière pour soigner les gens et pas forcément pour les guérir. Et en fait, les soins palliatifs, c'est tellement ça, c'est-à-dire que c'est la qualité de vie avant tout. C'est-à-dire que on va prendre le temps de donner un bain aux gens, on va favoriser une bonne alimentation. Donc, on va faire souvent dans les unités de soins palliatifs, on fait à manger aux patients, où on propose aux familles d'avoir il y a une cuisine des familles et qu'elles cuisinent pour leurs patients. Et tout de suite, bah, il a plus d'appétit ou ils vont partager un verre de vin rouge en famille. Enfin, et même si ils en boivent, enfin, si le patient en boit qu'une gorgée, mais il y a eu une ambiance et il y a eu ce moment de vie qui était important et c'est ce qu'on favorise. Et non, c'est pendant un de mes stages d'études où je suis tombée dedans. Et alors, ça vous a plu tout de suite? Vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire. Oui, ça m'a parlé sur mon chemin de vie et c'est là où je trouvais que c'était en adéquation avec mes valeurs. Et pourquoi ça? C'est dans la famille, vous aviez eu besoin d'avoir ce savoir, peut-être? En intergénérationnel, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une histoire au niveau. Mais alors, dans ces cas-là, j'aurais peut-être fait peut-être plutôt de la puériculture. Ma grand-mère a perdu un bébé à la naissance. Ma maman a beaucoup fait de fausses couches. Alors, bon, on peut se dire qu'il y a peut-être cette C'était piste-là. ouais, Mais c'était inconscient en tout cas. voilà, c'était surtout, oui, une façon de soigner qui m'intéressait et de travailler en équipe parce que là, euh, en unité de soins palliatifs et en équipe mobile de soins palliatifs, le but, c'est de travailler avec tout le monde et de regarder le point de vue de tout le monde pour avoir un regard global sur le patient. C'est pas ce qui C'est-à-dire se qu'il n'y en a passe pas. dans un métier, enfin, j'allais dire ordinaire, mais dans le métier normal, on va dire, d'infirmière, c'est pas déjà ce qui se passe? Ah ben non, enfin, Hein. on tend vers, mais souvent, les aides-soignantes qui passent plus de temps avec les patients connaissent le patient autrement que le médecin, mais ce savoir-là ne remonte pas jusqu'au médecin. Alors qu'en unité de soins palliatifs ou en équipe mobile de soins palliatifs, eh bien, chacun aura son point de vue et même s'ils sont tous très différents, ils font partie de la construction de la vision globale. Et c'est ça qui est génial parce qu'on s'enrichit les uns les autres. Il y a un véritable respect, un véritable travail d'équipe
Et enfin, moi, c'est ce qui me parle et voilà, c'est ce que j'aime. Alors, ce n'est pas un choix forcément très facile parce que soins palliatifs, ça veut dire des gens qui sont en fin de vie, ça veut dire qu'on s'attend à tout moment à ce qu'ils partent. Émotionnellement, comment vous faites pour gérer justement ces moments? Alors, il faut déjà bien savoir que quand on travaille en unité de soins palliatifs ou en équipe mobile de soins palliatifs, c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que ce n'est pas la direction qui va dire « Madame Gidrol va aller travailler en USP ». C'est pas possible. Il faut que ça soit une démarche personnelle. Donc, ça, c'est vraiment la base. Donc, on a déjà, quand on se retrouve dans ces équipes-là, on a toute envie de venir bosser dans ce service-là. Donc, ça, c'est absolument génial parce qu'il y a une confiance. C'est-à-dire que peut-être que ton chemin t'a amené jusqu'ici et qu'on ne voit pas la même chose, mais on a les mêmes valeurs. Et on va travailler sur ces valeurs-là pour que justement, au jour le jour, au quotidien, on puisse aussi débriefer et avoir cette confiance-là dans le reste de l'équipe pour pouvoir être vraiment une chaîne et être un maillon de la chaîne. Et on prend soin aussi bien de l'être humain qu'on a en tant que patient que de l'être humain qu'on a en tant que binôme au sein de son équipe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se soutient, on s'auto-soutient. Alors, il y a un respect et une écoute de la parole dite. Donc, ce n'est pas forcément du soutien, mais c'est une prise en charge et une prise en compte de ce que l'autre pense. Et ensuite, par exemple, comme par exemple, ce malade-là était douloureux toute la matinée et donc pendant cette matinée-là, je lui ai fait des antalgiques, mais ensuite il a beaucoup dormi parce qu'il avait besoin de récupérer, donc je ne lui ai pas fait sa toilette. 2 réactions possibles. La première, oh là là, c'est encore Sophie, elle n'a pas fait la toilette du patient, c'est à chaque fois pareil. Et voilà. Et là, ça commence parce que ça veut dire que je ne vais pas pouvoir expliquer pourquoi je ne lui ai pas fait sa toilette et que mon avis ne va pas être valable aux yeux de mes collègues. La deuxième réaction, c'est ma collègue qui me dit « Bon, bah, très bien, bah, écoute, on verra cet après-midi si c'est possible ou pas de lui faire sa toilette. » Et en unité de soins palliatifs, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire sa toilette aussi bien la nuit que la matinée. Si le patient, à 2 heures du matin, a envie d'une douche, parce qu'il a transpiré et qu'il a besoin, eh bien, il prend une douche et enfin, on l'aide à prendre sa douche ou on lui donne sa douche, mais il n'y a pas un carcan aussi formel qu'à l'hôpital. Il y a une communication. Alors, on parle là de communication non violente, ça veut dire que tous les infirmières ou tout le personnel qui travaille dans un service de soins de fin de vie, tout le personnel est formé à la communication non violente, à l'écoute de l'autre, etc. Alors ça, si seulement c'était possible. Vous savez, le budget des hôpitaux, vous en avez une idée. Donc, vous imaginez bien que la formation, déjà, c'est déjà compliqué. Non. Alors, non, tout le monde n'est pas formé à la communication non violente. En USP, on tend à ce que la majorité des personnes qui travaillent aient un diplôme universitaire de soins palliatifs. Donc, en USP, c'est possible, c'est un tiers, j'allais dire, de l'équipe. Par contre, en équipe mobile, c'est obligatoire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent en EMSP doivent avoir un diplôme universitaire de soins palliatifs. La première ou la deuxième année, c'est égal, mais c'est le minimum. Et ce diplôme assure d'avoir une certaine ouverture ou en tout cas d'apprendre à communiquer avec les autres. Alors, la communication, ce n'est pas ce qu'on y travaille, mais au moins une certaine ouverture et une certaine façon de voir les choses. La communication, moi, je l'ai travaillée en famille parce qu'on fait des stages tous les étés de communication non violente. Je me suis formée à ça, mais c'était vraiment en perso, quoi. Voilà. En quoi ça vous a aidé justement dans votre métier d'avoir les bases de la communication non violente? Ah, mais
tout, parce que j'allais dire la boucle est bouclée avec la question à laquelle je n'ai pas fini de répondre sur la supervision et l'entraide, parce que la communication non violente, justement, permet d'entendre le point de vue de l'autre sans forcément se sentir agressé ou se sentir mise en difficulté. Et si je me sens en difficulté, c'est que ça vient toucher chez moi quelque chose d'autre. Donc, c'est toute cette pratique réflexive et j'allais dire, qui se fait avec du temps, avec de la pratique, qui est passionnante. Et donc, ça fait que je fais le lien avec la question d'avant. Il y a aussi qu'avec cette ouverture d'esprit et avec cette façon d'être en lien les uns les autres, on a souvent des bonnes équipes et on a en plus des supervisions. Alors, en unité de soins palliatifs, c'est tous les mois et c'est obligatoire et c'est nécessaire. Parce que ça permet un travail de fond, ça permet de travailler les valeurs. Voilà. Donc, en plus de ce soutien en équipe et de cette façon de prendre en charge, prendre en charge ou prendre en soin selon avec qui on est en lien, fait que c'est très complémentaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ce métier? C'est une bonne question. Peut-être se battre contre l'institution. Parce que, vous voyez, par exemple, pour les repas, on demande souvent aux cuisines de nous fournir des œufs ou en rab. Nous, on ne demande pas les menus tout faits par la cuisine de l'hôpital. Nous, on veut des céréales, du lait, des fraises, des légumes. Et que si jamais le patient nous dit « j'ai envie d'une omelette », on puisse, sur le coin de la cuisinière, lui faire une petite omelette. Et que pour des questions d'hygiène, pour des questions de salmonellose, pour des questions de ci, de là, eh bien, on voit de plus en plus nos initiatives possibles se restreindre. Réduire, ouais. Voilà. Et ça, je vous avoue que c'est dommage parce que quand on voit d'où on est parti et maintenant où on en est, voilà. J'ai un peu de nostalgie. Ben oui, j'imagine. Donc là, vous travaillez plus dans ce type de service. Vous avez encore des contacts avec vos collègues? Oui, avec mes anciennes équipes, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux. Donc, ma première équipe mobile de soins palliatifs, c'était à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Après, j'ai travaillé sur Lyon en unité de soins palliatifs. J'ai fait un petit tour de 2 années en unité de soins palliatifs, mais à Barcelone. Et là, maintenant, mon dernier poste, c'était en équipe mobile de soins palliatifs, mais en Haute-Savoie. Donc, vous voyez, je me suis nourrie de tous ces postes et je suis encore en contact avec beaucoup de mes collègues. Enfin, bien sûr que le temps aidant, ce n'est pas des contacts réguliers, mais vu que c'est des vraies personnes qu'on rencontre, on est en lien très facilement. Est-ce qu'elles vous ont parlé de cette période de confinement et de la façon dont peut-être leur façon de travailler a dû évoluer vers quelque chose peut-être qu'elles n'avaient pas imaginé, enfin une sorte de redéfinition du métier? Alors, je sais pas si on en est déjà là dans la réflexion, mais je pense qu'au niveau éthique, oui, ça a chamboulé beaucoup de choses parce que les patients de plus de 80 ans en difficulté respiratoire, avec des polypathologies, je pense que la question s'est vraiment posée de la sédation, de comment est-ce qu'on, au vu des symptômes, au vu des difficultés, je pense qu'il y a dû avoir plusieurs situations où les équipes ont dû réfléchir à est-ce qu'ils ont déjà rédigé leur directive anticipée alors que 95% des Français n'ont pas rédigé leur directive anticipée. Alors, c'est quoi, juste une parenthèse, c'est quoi la directive anticipée? Les directives anticipées, c'est, j'allais dire, c'est son testament de vie. D'accord.
C'est-à-dire que demain, je me fais renverser par une voiture dans la rue. Qu'est-ce que je souhaite que les réanimateurs fassent? Et par contre, demain, j'ai un Alzheimer précoce. Jusqu'où je veux qu'on m'aide à vivre? Et si je fais une bronchopneumonie sur mon Alzheimer, comment je limite, ou est-ce que je ne limite surtout pas? Quelles indications je donne aux équipes médicales pour qu'ils puissent me prendre en soin au mieux? Oui. Et comment je fais ça, Voilà. moi, par exemple, si je m'étais jamais posé la question et que je me dis, bah oui, tiens, c'est vrai, on pourrait très bien, très tôt dans la vie, réfléchir et prendre le temps à rédiger quelque chose dans ce sens. Est-ce qu'il y a des documents qui existent, qui donnent déjà des directions? Tout à fait. Alors, il y a des documents déjà qui donnent des indications sur ce dont les médecins ont besoin. Des éléments concrets, est-ce que vous voulez être intubé, est-ce que vous voulez être réanimé, enfin, est-ce que vous voulez une alimentation par perfusion, des antibiotiques, mais si oui, dans quel cas, sinon, dans quel cas on ne le fait pas. Oui. Mais souvent, ce que les gens disent quand ils voient les papiers, ils disent « Ouh là là, alors déjà, c'est pas un sujet dont j'ai vraiment envie de réfléchir, enfin, ça coûte, c'est fatigant de réfléchir à des questions comme ça. » Et en plus, il faut réfléchir à si petit A, il se passe ça. Petit B, il se passe ça. Donc, il y a des aides, il y a des gens qui se proposent pour aider. D'accord. Et alors, pour les gens qui veulent, voilà, qui veulent des infos, il faudrait qu'ils fassent des recherches sur quel… comment ça s'appelle exactement Alors, c'est directive anticipée. Directive anticipée, c'est ça. Hein. Voilà, et je pense que sur la haute autorité de la santé, HAS, le site de l'HAS, c'est là où on trouve ces documents. D'accord. Et s'ils ont besoin d'aide pour les rédiger et y réfléchir avec, eh ben je fais partie de ces personnes-là qui peuvent questionner et aider à la réflexion. Justement, on va venir à votre nouveau métier, mais qui n'est pas si nouveau que ça, parce que c'est, on va dire, une suite logique de toutes vos années en tant qu'infirmière en service palliatif. Donc là, vous êtes palliatothérapeute. Quelle différence avec le métier que vous faisiez avant? Là, c'est vraiment la cible, la différence. C'est-à-dire que je ne suis plus là pour le patient, mais je suis là pour les proches, pendant la fin de vie de leurs patients et ensuite pendant leur deuil. Je me suis formée à l'accompagnement du deuil. J'ai fait un diplôme universitaire deuil et endeuillé à Amiens. Et parce qu'en fait, durant mon dernier poste, on avait mis en place avec la psychologue un groupe de parole pour les personnes endeuillées. Et quand j'ai vu comme vraiment le besoin qu'il y avait, les gens revenaient et étaient vraiment contents de se saisir de ce groupe, je me suis vraiment dit qu'il y avait un manque dans notre société au niveau du deuil. Et donc, c'est de là où est partie la motivation pour se former en plus. Et quand je me suis formée, je me suis dit que j'allais vraiment quitter l'hôpital et proposer mes services qu'aux proches. D'accord. Et alors, vous faites essentiellement que du télétravail, de la téléconsultation? Oui. Alors, ça peut paraître bizarre. Je devais être précurseur avant cette crise sanitaire pour proposer ça. Mais en fait, vu que je suis là pour faciliter la vie des proches. Et les proches, quand ils ont quelqu'un en fin de vie, ils sont overbookés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leur niveau de stress d'habitude, qui est déjà avec un bon rythme, on va dire. Et puis là, vient se greffer des rendez-vous, des visites à l'hôpital, encore des choses en plus, où il faut, en sortant du travail, aller à domicile chez son aidant ou chez son aidé ou à l'hôpital pour vraiment une fin de vie. Et je me suis dit, encore un rendez-vous, encore le timing à respecter, alors qu'on est dans quelque chose où on est déjà bien stimulé. Ben, c'est plus agréable à 19h quand on rentre chez soi
une fois qu'on a fini sa journée, de pouvoir débriefer avec quelqu'un d'extérieur et de se dire, bon, bah voilà, là, j'ai besoin de parler parce qu'en fait, j'ai vu ça. Sur le moment, bah, j'ai traité l'information, mais là, maintenant, je me le prends en pleine figure. Alors justement, C'est sûr. on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que ces groupes de parole ont révélé quoi? Que les gens, en fait, quand ils avaient un parent, que ce soit un père, une mère, une tante ou même un enfant, dont il fallait s'occuper, en plus de leur journée de travail, il y avait une sorte de sentiment d'être seul qui s'est révélé dans ces Alors, groupes de parole. les groupes de parole, c'était pour les personnes endeuillées. Ah, qui avait déjà, oui, ok. Eux, ils étaient veufs, veuves, orphelins, orphelines. Enfin, donc, la situation, eux, ce qui venait vraiment dire, révéler, c'était leur solitude, c'était leur fatigue extrême, les vagues émotionnelles à gérer et en même temps un peu l'ahurissement de voir les réflexions qu'avait leur entourage en disant bon allez ça fait 3 mois là, il faut que tu te prennes en main, que tu reprennes ta vie comme avant. Mais en fait, elle n'est pas comme avant. Ouais, c'était Elle un a peu plus rien. maladroit, quoi, Oui, l'entourage familial qui a envie, qui se dit, bon, bah, il faut qu'il ou elle remonte la pente, le faisait de façon un peu maladroite. voilà. Donc, mais on a bien conscience que le cercle familial, quand il y a un endeuillé principal, j'ai envie de dire, c'est le premier cercle qui est vite épuisé. Et donc, pour continuer d'être en lien authentiquement avec son premier cercle, il vaut mieux que l'aide, on la trouve ailleurs pour son deuil. Parce que le premier cercle sera aussi endeuillé, pas de la même personne. Moi, enfin, une femme perd son mari, bah, cette femme-là va être en difficulté et va se retourner près de ses enfants. Mais ses enfants auront perdu leur père. Oui. Et donc, son deuil à elle viendra aussi confronter leur deuil. Et donc, ils peuvent se soutenir, mais au maximum de leurs possibilités, puisqu'ils sont aussi dans un autre processus de deuil. Aussi triste l'un et l'autre, donc difficile de se soutenir. Et dans ce cas-là, c'est là où un palliatothérapeute peut intervenir. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et alors, par exemple, je suis en plein deuil, je vous appelle pour quelle question? Pour dire au secours, je vais pas bien? Ou juste, ça peut être des choses au niveau administratif, au niveau administratif et santé? Alors, moi, c'est surtout, jusqu'à présent, mes patients, ils m'ont appelé parce qu'ils avaient envie de rejoindre. Voilà, la pire des situations, c'est de se dire, bah, ma vie maintenant n'a plus de sens ou cette solitude, j'en fais quoi Donc, je vais mal et oui, je souffre énormément. Je sais que c'est normal, mais en même temps, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Donc, voilà. Ou des situations de dire, bon, c'était préparé, donc je vis pas trop mal ce deuil, mais en même temps, je sens bien que de temps en temps, il y a des vagues émotionnelles qui surgissent de je ne sais où. Et dans ces cas-là, il y a des journées où je suis extrêmement mal et je sais pas vers ça qui me me tourner, terrasse quoi. presque. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Moi, on m'appelle pour différentes prises en charge ou même j'ai eu un papa qui m'a appelé comme ça pour ses enfants pour me dire ben, Qu'est-ce que ils je ont l'air fais? pas trop aller Voilà. mal, mais Ouais. comment on fait? Je vois bien qu'il y a ils sont peut-être plus sensibles ou il y a certaines choses où ils se renferment un petit peu. Bon, ben voilà, une personne extérieure, forcément, ça amène autre chose. Ouais. Et par exemple, sur la communication dans la famille aussi, c'est-à-dire en reprenant l'exemple de ce papa, c'est imaginons que ce soit la maman qui soit décédée, que les enfants soient là, le papa est là. C'est comment expliquer la mort aux enfants en fonction de leur âge aussi. Ça peut être des tout Oui. petits, Alors, des ados. voilà. Alors, ça, c'est plutôt en amont, j'ai envie de dire. Plus je vois les familles en amont du décès, plus ça permet de
mieux vivre cette étape de vie. Parce que justement, on ne sait pas en parler, on ne sait pas comment aborder ça, les mots utilisés. Et puis, beaucoup de jeunes adultes touchent aussi leurs propres limites. J'ai beaucoup de jeunes adultes ou de jeunes parents qui me disent, mais déjà moi, je ne sais pas, j'ai jamais vu de personne décédée, je ne sais déjà pas comment moi je vais réagir, comment je vais pouvoir être présente à mes enfants. C'est compliqué. Et donc, voilà, on en parle en amont et elles ont le temps déjà de cheminer. Et avec ce cheminement, ça permet aussi de pouvoir ouvrir le dialogue aux enfants. Alors, comment on parle justement aux enfants? Alors, aux tout petits, est-ce que c'est plus facile que quand c'est un ado ou déjà presque jeune adulte? Je ne sais pas s'il y a d'âge plus facile. Après, c'est le vocabulaire qui s'adapte. On ne dit pas à un jeune enfant qu'il a perdu son grand-père, parce que s'il l'a perdu, ben, on le cherche et on le trouve. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le poids des mots, il s'est endormi pour toute la vie. Alors ça, c'est pareil. L'enfant n'aura plus du tout envie d'aller se coucher. Enfin, il va être dans une trouille verte de pouvoir s'endormir et faire comme papy. Et de plus se réveiller. Ouais. C'est fou parce qu'on ne se rend pas compte de ces phrases qui on pense pouvoir rassurer et qui ne rassurent pas du tout en fait. Et pas du tout. Il est parti en voyage. Alors ça veut dire qu'après, quand papa va partir en voyage, je ne vais plus le voir revenir. Enfin, vous voyez, le poids des mots. Alors qu'à cet âge-là, il est peut-être plus facile d'aller lui expliquer que grand-père est mort parce qu'il a fini de vivre, son cœur s'est arrêté. Voilà, des détails, mais pratiques. On peut, alors moi, j'encourage à ce que les familles aillent voir, alors évidemment, dans cette crise sanitaire, ça n'est pas possible, mais aillent faire leurs adieux au corps et peut-être d'y aller une première fois pour elles, pour être à leur douleur et à leur tristesse et à leurs adieux, et ensuite d'y retourner avec leurs enfants. Les enfants ont besoin de constater. D'accord. Alors, donc, c'est pas, si on veut les protéger et leur dire non, on ne va pas les emmener voir le corps ou on ne va pas les emmener à la crémation ou à l'enterrement, c'est une fausse bonne idée. Alors, moi, je trouve que c'est exactement ça, une fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est des personnes qui connaissent, qui font partie de la famille et aussi de la généalogie. Et en faisant prendre partie aux enfants de ces cérémonies, de ces rituels, c'est les inscrire dans l'histoire de la famille et à tout âge. Parce qu'on pourra leur dire, tu avais 2 ans, tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu étais là. Et puis c'est aussi de leur dire que ça fait partie de la vie quelque part et qu'il n'y a pas besoin de le cacher. C'est ça. Et c'est le cycle et finalement, voilà, c'est l'histoire de notre famille et que ça, tu vois, regarde, la tombe est là et tu avais 2 ans, tu vois la date et moins ta date de naissance, tu avais 2 ans. Enfin, non, je pense que c'est vraiment important de pouvoir concrétiser. C'est l'inconnu. Écoutez bien, parce que dans les films d'horreur, qu'est-ce qui fait peur? C'est l'ambiance, il y a le vent, il y a un volet qui grince, on sait qu'il va arriver quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Et c'est ça qui nous met la boule au ventre. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça marche à chaque fois. Et puis en plus, il y a de la musique. Pour les enfants, voilà, les petits violons, là. Voilà. Et pour les enfants, ils voient bien. Maman a les yeux rouges, papa est plutôt un peu directif, machin. L'ambiance a changé à la maison et ils se rendent bien compte qu'il y a un truc, quoi. Ça foire, voilà. Et voilà, de dire aussi ses propres limites, de dire, voilà, grand-père est mort, je suis très triste et donc je vais essayer de répondre à tes questions. Mais peut-être que j'y arriverai pas tout de suite, mais j'y réfléchirai. Et puis, si jamais tu me vois pleurer quand je prépare ma soupe, c'est pas que tu as fait une bêtise, c'est juste que je repense à grand-père et que je suis triste et que tu y es pour rien.
Mais Oui, voilà. en fait, il faut appeler un chat. Il ne faut pas essayer de cacher. Plus on essaye d'arrondir, on va dire, les angles, et plus on essaye de se dire, enfin, minimiser, on va dire, le sujet, et plus on va être peut-être, on va mettre les pieds dans le plat, et moins on va être rassurant pour l'enfant. Donc, quand on dit Ouais. les mots, c'est beaucoup mieux pour l'enfant, il l'accueille beaucoup plus facilement. Bah, surtout et puis ils voient bien qu'ils peuvent avoir confiance dans l'adulte, c'est-à-dire qu'au final, même si on dit ben, je sais pas, bah oui, mais on n'est pas surpuissant, on sait pas tout et on est juste humain, justement, ça nous remet dans cette vulnérabilité-là, dans cette humanitude enfin, Hmm. et ça donnera aussi des exemples pour quand à 15 ans, ils viendront nous poser d'autres questions en disant « Ouh là là, attendez, je n'étais pas prête à celle-là de question. Oui. Attends, je vais y réfléchir. » Et puis, voilà, enfin… Donc, il n'y a pas d'âge, au fond, pour parler de la mort, de la vie, du grand-père qui est décédé. Bon, évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes mots quand on parle à un ado ou à un jeune adulte qu'à un enfant de 2 ans. Mais au fond, il n'y a pas de… Comment, il faut essayer d'être le plus simple possible. La règle, ce serait ça. c'est le plus, même le Ouais. plus pragmatique possible. On a beaucoup d'enfants qui, en chambre funéraire, viennent toucher le corps pour voir, en fait, mais juste concrètement ce que ça fait. Parce qu'ils ont déjà enterré leur hamster ou je sais pas quoi. Et c'est juste un peu scientifique. Vous savez bien, les gamins à 2 ans, ils aiment bien disséquer les fourmis vivantes. Bon, bah, attraper les queues de lézards qui bougent encore. Bon, bah, c'est de voir comment ça fait un peu avec ce regard scientifique de se dire, ah bon, c'est froid. Et innocent, parce que oui, il n'y a pas de, on le laisse faire, on l'observe Oui, et c'est tout. Il y a pas bah, de, c'est pas grave. Enfin, je crois que oui, c'est pas grave. Et par contre, on n'oblige pas. C'est-à-dire que on peut faire préparer un dessin à l'enfant, mais il n'est pas ouais, obligé d'embrasser ou de… ouais. Non, parce que ça vient un petit peu peut-être trop dans l'intime, dans cette sphère-là. Mais chacun, après, voit… Oui, en fonction de l'enfant. S'il mais demande oui, à aller voir, à aller l'embrasser, on le laisse faire. Et s'il ne le demande pas, on n'oblige pas. non. Et je crois que c'est pour ça que c'est important d'avoir 2 temporalités différentes. Une pour soi, pour y être parce qu'on a besoin de ce moment-là, Ouais. et une pour l'enfant et être à disposition de l'enfant. Parce que ça sera plus du tout un moment pour soi, ça sera un moment pour regarder avec lui, parce que c'est aussi un moyen très concret de dire, bah, tu vois, il a des beaux habits, voilà, on l'a bien coiffé, tu vois, il n'a plus mal, on a même l'impression qu'il s'est endormi. Il ne s'est pas endormi, il est Oui, oui. mort. Et tu vois, il est serein. Enfin, Est-ce que de dire, et par exemple, il est parti dans les étoiles ou il est allé voir les anges, est-ce que ça, c'est le genre de phrase entendable aussi par les enfants? bah, alors, moi, je suis pas super motivée parce que j'ai eu des retours d'enfants qui, une fois qu'ils vont prendre l'avion, vont dire ah bah chouette, on va aller voir grand-père parce qu'ils vont passer au-dessus des nuages et non, grand-père il n'est pas au-dessus des… Enfin, moi, souvent, ce que je dis aux jeunes parents, c'est de situer le défunt au même endroit que se situent les enfants avant leur naissance, c'est-à-dire dans le cœur, enfin, même avant la grossesse. Tu n'étais pas là, mais tu étais déjà dans mon cœur. Tu étais déjà un projet avant d'être un fœtus. Tu étais dans mon cœur. Bah, grand-père, c'est pareil. Il est dans chacun de notre cœur et c'est pour ça aussi qu'il continue à vivre au travers de nous parce que Ah, c'est beau il ça, c'est est vrai là. que on n'imagine pas ça, mais c'est vrai qu'on peut dire, ben voilà, ton grand-père n'était pas là quand tu es né, mais effectivement, il pensait à toi, nous on a pensé à lui, et aujourd'hui Voilà. il est mort, et c'est un peu pareil, on peut continuer à penser à lui, Et même oui, s'il n'est plus là. Ouais, ouais, c'est ça.
c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tant qu'on parle des gens qui sont décédés, ils sont vivants. Enfin, Oui. j'extrapole, mais et je sais pas si vous avez vu Coco, le film Oui. bah c'est vraiment ça. Tant qu'ils sont sur l'autel des morts en photo et qu'on continue d'évoquer leur mémoire, ils sont toujours là et ils sont dans le monde des morts et plus dans le monde des disparus. Ça, c'est un film qu'on peut montrer aux enfants qui vivent Ah oui, le deuil, oui. extraordinaire. Ah ouais. Oui, moi j'encourage vraiment. Alors, si les parents appréhendent, je leur dis de le regarder en amont, Oui. se faire une petite séance eux deux, mais je trouve que c'est un très beau film. Les couleurs sont choisies de manière avec leur symbolique, l'orange c'est le lien, enfin c'est superbe. En plus, il y a l'histoire des secrets de famille. Ah non, mais moi je suis une grande fan là. Et puis ça doit aider effectivement si on n'a pas les mots pour expliquer c'est quoi la mort, parce que les enfants peuvent demander c'est quoi la mort. Qu'est-ce qu'on dit bah justement, ton grand-père est mort ou ta maman est morte ou ton papa est mort. Et quand l'enfant va peut-être nous demander ça veut dire quoi être mort. Ben, alors là, on en revient. Ça veut dire que concrètement, son cœur s'est arrêté de battre et il a fini de vivre. Voilà. Parce que le problème, c'est que maintenant, la mort dans les jeux vidéo, c'est avec des trucs pleins de sang, ça gicle de partout. Enfin, c'est toujours oui. pas le plus choquant possible. Ça, c'est un peu mon regard de maman en rétrograde, mais c'est quand même un peu fort en émotion. Alors que ça peut être aussi quelque chose de doux. Oui, on peut. Ouais. Par contre, ouais, il faut veiller à pas dire il s'est endormi pour toujours, parce qu'effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais ça peut être très anxiogène pour un enfant, effectivement. Voilà. Ouais. Comme alors j'ai eu un enfant pareil qui ses parents lui avaient dit il est monté au ciel, donc très bien. Et sauf qu'il avait un Velux dans sa chambre, donc il voulait plus se mettre tout nu dans sa chambre. Waouh. Ah oui. Et oui. Ouais. C'est pour être regardé, montrer ses fesses à grand-père. Non. Donc, voilà. Et je crois qu'il faut. Il faut s'adapter aussi en fonction de son enfant, je veux dire, il faut l'observer. Si on a dit quelque chose, parce que bon, après c'est possible, hein, on a pu dire des choses Mais et on oui, se dit mais il n'y a rien d'irréparable. Hein. Voilà, on peut se reprendre et puis changer son discours, voilà. Et sinon, on appelle Sophie. Sophie, elle dit des conneries à mes enfants. Là, il faut faire un nouveau message. Ça, c'est le côté très, j'ai envie de dire, très gratifiant de ce métier, c'est d'aider les gens à passer un cap difficile. C'est ma façon à moi d'être de construire une société meilleure. C'est ce pourquoi je suis faite. Enfin, il y en a qui vont être des super cuisinières, ben voilà, moi je suis pas une super cuisinière. Et je crois que ça dépend aussi de ce qu'on aime faire, de qui on est, voilà. Donc c'est particulier. Il y a beaucoup de gens qui me disent oh là là, mais ça doit être terrible. Je dis, bah non, oui. Alors est-ce que c'est terrible justement? Et non, moi je trouve ça passionnant parce que je rencontre que des vraies personnes, des personnes en 3D, des personnes. On va dans le dur direct. On parle plus de la météo. Alors je dis pas que c'est pas important, mais on n'est pas dans les banalités. On touche les vraies questions, les conversations et les conversations essentielles. Ouais. Et donc, c'est passionnant parce que c'est que des êtres humains dans toute leur authenticité et c'est très. Alors, il y a aussi de gratitude. Ben oui, là, on a parlé de l'exemple des enfants qui vivent la mort et quand nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, on ne sait pas comment l'expliquer, comment l'appréhender. Maintenant, il y a aussi le côté de la famille ou des amis qui ne savent jamais quoi dire. Moi, la première, hein, si j'ai quelqu'un que je vois triste parce que sa grand-mère est décédée ou son père est décédé, on a envie de dire des choses. Et des fois, on se pose la question, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je vous pose la question, Sophie,
qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vit un deuil, quel qu'il soit, que ce soit un deuil de quelqu'un qu'on attendait parce qu'il était peut-être très malade ou quelqu'un qui était déjà vieux. Il y a des deuils accidentels qui ne sont pas prévenus, on va dire, et c'est là où je dirais c'est le plus… La violence. ouais, c'est la violence de l'événement qui fait qu'on ne sait jamais quoi répondre, on sait pas… Qu'est-ce qu'on peut dire pour aider les gens qui vivent ça? Bah, ça dépend un petit peu de votre lien, c'est-à-dire que et de votre proximité, votre envie de proximité. Ça peut être un coup de téléphone, mais on prévoit le temps. C'est-à-dire que, bah voilà, là, tu vois, je te téléphone, j'ai du temps pour toi. Est-ce que tu veux me raconter qui était ton mari, qui était ton défunt, qu'est-ce que les bons souvenirs, est-ce que tu as envie de te replonger là-dedans, est-ce que c'est juste pour toi à ce moment-là, ou comment tu vas, mais comment tu vas vraiment. Oui. C'est très dur, est-ce que tu dors, est-ce que tu manges, comment c'est ta vie là maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois prête ou prêt à aider cette personne physiquement? C'est-à-dire si j'appelle, ça implique Alors, aussi une sorte d'engagement? pas forcément, mais de dire bah là, je suis vraiment tout cœur avec toi et tu vois, là, je pense tellement à toi que j'ai envie de te consacrer. Alors que je suis loin, je ne peux pas être auprès de toi, mais là, voilà, si tu veux, bah, ce soir ou demain soir, selon ce que tu as de prévu, on se fait une grande papote au téléphone. Voilà. Ça, voilà. Si on est un peu plus proche géographiquement, ça veut dire bon, allez, bah, écoute, je viens manger avec toi demain midi et c'est moi qui apporte les lasagnes. Voilà. Parce que concrètement, se lever tout seul, il y a la demi-seconde, la fraction de seconde quand on se réveille et qu'on se dit ah oui, c'est bien ça, il est pas là. Et il n'est pas là parce qu'il est décédé. Eh bien, c'est fatigant de se lever. C'est compliqué de se lever, comme de s'endormir. De manger tout seul, mais moi, je suis la première. Enfin, déjà, je ne suis pas une bonne cuisinière, mais alors, me faire à manger pour moi toute seule, oh là, je ne suis pas motivée du tout. Ça fait que je vais sauter 1, 2, 3, 4 repas sans m'en apercevoir. Et voilà. Et si j'ai une copine qui vient avec des lasagnes, bah, je serais contente de les partager avec elle. Et puis, voilà. Et ça sera aussi bien concret que dans le lien qu'on aura partagé à ce moment-là. C'est vrai que c'est merveilleux de savoir ça parce que c'est tellement simple et tellement évident, mais parfois on n'y pense même pas. Mais oui, mais parce qu'on est dans une société où c'est quand même rythmé, c'est quand même… On est ce qu'on est actuellement. Alors peut-être dans une autre prise de conscience avec cette sortie de crise, et, voilà, mais c'est vrai qu'on ne sait plus faire. Avant, il y avait des rituels, il y avait des choses de mise en place. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de pouvoir, voilà, pas forcément tout de suite, parce que les 15 premiers jours après les cérémonies, les gens doivent répondre à toutes les cartes de condoléances. Il y a beaucoup de démarches à faire. Mais 1 mois, 2 mois après, dire bah voilà, allez, je viens, voilà. Et là, c'est juste d'être prêt à entendre. Oui, juste si se mettre à disposition. Voilà. On n'appelle pas un ami ou une amie qui vit un deuil ou sa sœur ou son peu importe qui pour raconter sa vie. On y va là pour écouter l'autre. Non. Oui. Voilà. Donc là, voilà. Là, on a droit à ah bon, ça doit être dur, et des phrases comme ça pour relancer la conversation chez l'autre et pour qu'elle puisse déverser en fait, sortir toutes les émotions qu'elle a en elle. Voilà. C'est peut-être de la colère, et peut-être qu'on n'imagine pas, nous, à la place où on est, qu'elle soit en colère. Parce que souvent, les endeuillés sont caricaturés. Enfin, on imagine qu'ils sont juste tristes. Mais en fait, ils peuvent être très en colère
contre l'autre parce que ça fait 15 ans qu'il lui a dit d'arrêter de fumer et qu'il n'a toujours pas arrêté de fumer, ou de surveiller son cholestérol et il ne l'a pas fait, il a fait un infarctus. C'est vrai, ouais. Disons que la colère, de toute façon, se mélange avec la tristesse. Et un jour, une heure, un moment, je suis triste. Et puis dans la conversation, on peut se dire, ah ouais, mais je savais pas ça, ah pétard. Et pas atténuer, et vouloir atténuer. Oui. Non, il y a juste besoin d'entendre les sentiments que ressent l'autre. Oui, atténuer, c'est aussi une fausse bonne idée, une autre fausse bonne idée de dire oh, c'est bon, ça va passer ou t'inquiète pas, voilà, tu vas t'en sortir. Voilà. Ouais, non. J'y vais et c'est un vrai exercice là, parce que oui, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple de se mettre à l'écoute de l'autre, mais en plus d'y aller déjà en conscience de ça. C'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, je sais ce que j'ai à faire. Voilà, donc c'est vraiment ce pourquoi les petits conseils, voilà, très pratico-concrets, mais voilà, ou en début de deuil, de fournir une enveloppe avec des bons pour. Voilà, tout ce dont on est capable, ce qu'on peut faire. Oui. Bon pour une papote. Bon pour des lasagnes. Chouette, ça. Et bon pour marcher dans la forêt. Voilà, des petites actions et comme ça, l'endeuillé pourra appeler pour dire je veux bien utiliser mon bon pour… Et résister quand on est dans cette démarche toujours de prendre la parole pour soi et de laisser l'autre vraiment, on lui offre ce moment, quoi. C'est vraiment, voilà, oui, alors, oui, et ça, on va sortir très fatigué de ce rendez-vous. Hein. Alors, comment on fait justement après? Parce que il faut gérer ça ensuite sur notre propre quotidien. En plus, si on est soi-même parent, etc. Donc, il faut gérer. Donc, comment on gère le après, ce moment qu'on a offert à quelqu'un qui vit un deuil? Je crois que ça va être de se ressourcer, hein, se reconnecter à l'intérieur de soi pour aussi se dire tout ce qu'on a offert à l'autre, d'en être pleinement conscient pour reprendre une respiration, peut-être faire un sas entre les deux, entre la maison de l'endeuillé et chez soi. Alors, s'il y a un petit trajet en voiture, voilà, on écoute la radio, on chante un bon coup. C'est des choses qui redynamisent. Oui, c'est ça. C'est… oui, c'est presque ok. Je viens d'offrir ce moment. Là, j'en ai pris tellement et j'ai une montée d'émotions parce que je peux aussi moi-même être dans les émotions. Ok, je m'arrête avant de continuer dans mon agenda normal. Je m'arrête, je prends un temps pour moi, quitte à aller au bord de la plage si j'ai l'occasion d'aller au bord de la plage, me poser, me vider la tête. Chanter, c'est une belle idée aussi. C'est vrai que chanter, ça… Chanter, après, chacun a ses connexions. Enfin, voilà. Aller voir un film, lire un livre, enfin voilà, vraiment faire quelque chose… C'est vraiment… ne rien faire, regarder l'herbe pousser, très très bien. On respire avec les pieds, c'est-à-dire les pieds bien écartés au sol. Et à chaque respiration, il s'écarte un petit peu plus. Respirer avec les pieds, c'est magique. Ça ne prend pas beaucoup de temps et souvent, c'est très efficace. Ouais, ou marcher pieds nus dans l'herbe aussi, ça fait du bien. Voilà. Donc, tiens, il faudrait que vous écriviez. Vous n'avez pas écrit un livre encore sur toutes ces petites astuces au quotidien pour vivre… Non. Je fais des conférences. Oui. Voilà, justement pour en parler. Parce que une fois qu'on en parle, et vous voyez, enfin, je ne sais pas combien de temps on en parle, enfin, depuis combien de temps on en parle, vous et moi, mais c'est indéfini comme sujet et en même temps, vous n'êtes pas spécialement triste. Je ne vous ai pas fait, ça ne vous a pas fait monter des émotions particulièrement négatives. Et donc, c'est aussi ça, d'en parler, d'apprendre à en reparler comme si c'était un sujet normal. D'autant que dans la vie, des deuils, on peut en avoir plusieurs.
Alors, là, la perche que vous me tendez est parfaite. Je ne peux que la saisir parce que le deuil, c'est une expérience ô combien personnelle, mais qui est universelle. Donc, tout le monde y passera, mais chacun différemment. C'est ça. Voilà. Mais après, voilà. Et après, il faut savoir qu'on peut se faire aider sur le chemin. Voilà. C'est vraiment ça. Parce que, et c'est là, moi, un petit peu mon envie de faire un peu changer les choses, c'est-à-dire que maintenant, il me semble que un deuil, la société le vit comme une parenthèse. Et il faut vite refermer la parenthèse pour reprendre sa vie comme avant. Sauf que c'est une cicatrice et si on ferme la parenthèse, la cicatrice sera toujours douloureuse. C'est-à-dire que la cicatrice sera là. Si on la ferme avant d'avoir fait son travail de deuil, c'est ça? En fait, je crois, moi, que ce n'est pas une parenthèse. Je pense que ça fait vraiment partie du chemin et que justement, un vrai travail de deuil dans son chemin, ça fera une cicatrice, mais qui sera là et qui ne sera pas douloureuse, qui n'empêchera pas les mouvements et qui, bien sûr, c'est comme les rides, vous savez, celle-ci, voilà, c'est notre chemin de vie et elles sont pas douloureuses, elles sont là. Et ma cicatrice de deuil, c'est pareil. Et, voilà, bien sûr que ça m'a rendue différente, j'ai évolué, mais voilà, elle fait partie de moi complètement. Vous, aujourd'hui, en famille, parce que vous avez des enfants, les enfants que vous avez sont tout petits, moyens, grands? Non, ça dépend ce qu'on appelle tout petit. Non. Ils sont moyens. Et j'ai 3 enfants qui ont 11, 10 et 7 ans. Donc, eux, ils ont déjà entendu parler de la mort. Comment vous leur en avez parlé, vous? Est-ce que vous avez attendu d'avoir un deuil dans la famille ou la bonne idée, ce serait justement aussi de parler à nos enfants de la mort sans attendre forcément un événement? Alors, c'est vraiment la bonne idée, c'est d'en parler en dehors des moments traumatiques. Il y a 2 ans, j'ai animé un projet sur une année de collège en 3e pour justement, comme l'éducation sexuelle, parler de la fin de vie et du deuil parce qu'on forme des citoyens et qu'il faut les outiller, leur donner des cartes en main pour qu'ils sachent et qu'ils seront amenés à en vivre, on espère le plus tard possible, bien sûr, mais on ne sait pas. Et donc, il vaut mieux en parler en dehors des moments traumatiques. Et donc, pour mes enfants, forcément que ça fait presque partie parce qu'en fonction des livres ou en fonction, là, ma grande de 11 ans, dès qu'elle lit un bouquin où il y a potentiellement elle m'aide beaucoup pour ma page Facebook parce qu'elle me guide très bien sur tiens, là, la jeune fille est orpheline et tu as vu tout ce qu'elle arrive à faire. Ça, comme quoi les orphelins, ils sont au taquet et tout. On n'en parle pas assez, maman, mets-le sur ta page Facebook. C'est marrant parce que et les enfants, ils sont de merveilleux enseignants parce qu'ils alors ils n'ont pas de filtre, donc c'est cash. Oui. Moi, mes enfants ont encore leur arrière-grand-mère. Et pareil, quand le corona est arrivé, je leur ai dit, écoutez, on ne sait pas ce qui va se passer, mais grand-mère a 94 ans et peut-être qu'elle sera la plus à risque dans notre famille parce qu'elle est très vieille. Donc, peut-être qu'avec cette crise, elle va décéder. Bien sûr que je n'en sais rien, mais je préfère que si vous aviez envie de lui écrire quelque chose, on le fasse parce qu'on ne sait pas. Ça aussi, c'est merveilleux. C'est vrai que, en fait, dans la société dans laquelle on est, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens s'ouvrent de plus en plus et s'ouvrent à tous les sujets. Et le problème de la mort, c'est que souvent, on ne veut pas en parler. Ça reste un petit peu le sujet tabou. C'est oulala. C'est comme un peu j'ai envie de dire, quelque chose de mauvais augure. Si je parle de la mort, ça pourrait l'attirer. Ah oui, ça porte la poisse. Oui. Non, alors ma grand-mère n'est pas morte. Donc,
Donc, Elle a fêté ses 94 voilà. ans le 16 mars, donc le jour du confinement. Et vous voyez, on est le 14 mai et tout va toujours très bien. Donc, ça ne porte pas forcément la poisse. Justement, c'est un de mes grands lobbying de dire d'en parler ne fait pas arriver les choses plus vite. Voilà, donc parlons-en. Et ouais, non, je ne peux qu'encourager Ah tout oui, ça. un petit peu comme, oui, effectivement, parce que tout à l'heure, vous donniez le parallèle avec, en classe de troisième avec les cours d'éducation sexuelle. On ne va pas attendre qu'ils aient une expérience sexuelle pour en parler. Le mieux, c'est d'en parler avant. C'est ça. Effectivement, pourquoi on ne le ferait pas aussi sur le sujet de la C'est ça. mort? Ouais. Mais alors là, mon autre façon de donner des images, c'est aussi de dire, pour la naissance, quand vous êtes enceinte, bah, vous vous préparez, il y a les cours avant l'accouchement, ensuite il y a Oui, de la rééducation, ensuite on se pose des questions sur l'éducation, l'alimentation, la marche, enfin les valeurs dans lesquelles on va faire grandir notre enfant et qui aident à notre bouleversement, parce que le premier enfant, c'est un véritable c'est un déséquilibre. bouleversement. Voilà. Et le deuxième, dans l'équilibre qu'il y avait des trois, bah, revient C'est un rebouleverser. rebouleversement, oui, oui. Exactement. Donc, et ben, le deuil, c'est pareil. Et l'image que j'utilise, c'est pourtant, c'est pas vous qui naissez et on s'y prépare. Bah, là, c'est pareil, c'est pas vous qui mourrez, mais on s'y prépare et ensuite on y travaille. Ouais. Donc, Et voilà, si c'est on ma a, façon un petit peu. voilà, et si on a des questions parce qu'on ne sait pas trop, ben on peut consulter un palliatothérapeute, c'est votre métier, hein, Sophie. Il y en a beaucoup Voilà. comme ça. C'est un nouveau métier ou ça existe depuis longtemps, ce métier? Alors, non, 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 ça existe, c'est un nouveau métier. Il y a un peu l'équivalence en Suisse, parce qu'elles sont, je vous parle de la Suisse parce qu'elles sont reconnues comme les thanatodoulas, mais les Mhm. thanatodoulas viennent plus vivre les jours entourant le décès chez vous pour vous aider. Ça, D'accord. voilà, il y aura Mhm. C'est une moins autre de. démarche encore, oui. Voilà, c'est encore autre chose. Ouais. Elle peut même peut-être aider aussi aux formalités administratives dans ce cas-là. Ouais, Non, je pas pense pas, forcément. mais Ah bon? je ne peux pas m'engager. C'est un Ouais, autre. Enfin, voilà, ouais. celles que je côtoie ne le font pas, mais peut-être certaines en le font. Ouais. Voilà. Il faudra m'en présenter une parce que c'est le genre de métier, le genre de thérapie qu'on ne connaît pas forcément et on ne sait pas qu'on peut faire appel à des gens comme vous ou comme ces personnes qui travaillent en Suisse. Ça veut dire que c'est un métier qui peut encore se développer. Si même je suis étudiant et que je me cherche et que si je tombe par hasard, mais il n'y a pas de hasard sur cette vidéo, On est d'accord. euh, Merci. ça peut être comment une occasion de se dire ah ben ça je savais pas que c'était possible, je peux me diriger d'autant qu'il y a un diplôme deuil et Alors, en Suisse, il y a une école de doula et de thanatodoula, et ça arrive en France, mais c'est voilà, plus lent. Euh, Après, moi, je crois que on a besoin d'une certaine maturité pour faire ces métiers-là. Enfin, une jeune en sortant du bac me dit ça, je dis attends, voilà, on t'entend, oui. ouais, Fais ton expérience d'abord. voilà. Enfin, Oui, après, ça dépend. Peut-être que son chemin a déjà été très riche. Voilà, oui. on est tous très différents, mais voilà, je crois que En tout cas, bon, après, on n'est pas là par hasard. Hein. oui, non, non, on n'est pas là par hasard, mais c'est un métier que je ne connaissais pas et je suis vraiment heureuse d'avoir passé ce moment avec vous, Sophie, pour pouvoir Ah, expliquer merci. aussi aux gens qui ne connaissaient pas ce métier qu'il y a des gens comme ça qui peuvent nous aider au quotidien. Et puis en plus, j'espère qu'un jour vous allez écrire aussi un livre ou en tout cas en attendant, il y a la page Facebook qui donne un peu comme on a fait aujourd'hui, des conseils un petit peu au Voilà, quotidien. la page Facebook, le site internet pour prendre rendez-vous. Voilà, donc comme ça. Et puis, c'est voilà, très facile à retrouver puisque c'est accompagnement fin de vie et deuil. Donc, je pense Oui, puis qu'on parle bien de. oui, je donnerai de toute façon les liens sous cette vidéo. Est-ce que C'est vous gentil. avez envie Merci. de terminer par un message important, quelque chose que…
un message important, que la mort fait partie de la vie. Enfin, voilà, je crois qu'il faut vraiment qu'on l'intègre. Et quand on voit la crise qu'on vient d'avoir, alors c'était peut-être une façon de prendre conscience de notre vulnérabilité, je ne sais pas, mais enfin, il y a un risque. Et oui, on reprend conscience de notre mortalité. Voilà, enfin, je crois que voilà, il faut qu'on sache que la vie est très fragile et qu'on a besoin de beaucoup de respect et d'émerveillement, parce qu'au quotidien, dès qu'on s'émerveille, on vit une journée beaucoup plus intense. Et la vie est belle, effectivement, quand on la voit comme ça et qu'on se dit, tout à l'heure, vous aviez donné un exemple de la grand-mère qui peut-être, potentiellement pourrait disparaître, et c'est donner l'occasion à nos enfants ou aux petits-enfants de Mourir, dire, ben, elle pourrait mourir, oui, pas qu'est-ce que j'ai dit? disparaître. Pardon, mourir, effectivement. Parce que disparaître, c'est encore une inconnue, oui. Et donc, leur donner l'occasion de dire, bah, faut se préparer. Donc, si tu avais un message, si tu voulais Voilà. donner quelque chose à ta grand-mère ou à ton grand-père ou à qui que ce soit, c'est le moment. Ouais, ça, Oui. c'est vraiment des messages tellement pleins de bon sens. Et moi-même, je n'y aurais pas pensé. Pourtant, ben, à mon âge, c'est pareil, hein, j'ai vécu plusieurs deuils et c'est des conseils tellement doux quand on les a en main que, ben merci Sophie, merci encore. C'est moi pour votre temps et votre sourire. C'est fort sympathique. Merci. Merci.